Bonjour. 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 C'est Solidaire d'abord et aujourd'hui, nous sommes trois autour de la table avec Odile et Renzo. Alors, Odile. Moi, je suis ardéchoise depuis quelques années, une dizaine d'années. D'abord pour des vacances, puis à plein temps, depuis que mon mari a pris de la retraite. Et on s'y plaît bien, ma foi, parce que on a rencontré des gens très chouettes dans des réseaux militants. Et voilà. Et toi, Renzo? Eh bien, moi, je suis ardéchois aussi depuis une quinzaine d'années, mais lié quand même à l'Ardèche depuis beaucoup plus longtemps. J'ai travaillé dans l'administration de l'éducation nationale, un petit peu partout en France. Et puis, je passe ma retraite ici, dans le secteur de Vals-les-Bains. Voilà, alors notre émission, on l'a préparée avant, et on était un peu sur le blougi-blouga, on ne sait pas trop quoi dire sur la situation actuelle française depuis un an maintenant, que ça dure, et avec quand même quelque chose qui reste tout le temps en place. Odile, tu en parlais, tu disais, évidemment, puisque on respecte pas le résultat des élections, forcément, ça part de travers, ça peut pas marcher. Oui, voilà. Et puis, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que finalement, ce non-respect du résultat des élections, des législatives 2024, est passé presque par perte et profit. Maintenant, ça étonne plus personne. Voilà, le président de la République choisit le Premier ministre, alors se retrouve à faire partie du gouvernement et Premier ministre, donc a décidé le parti qui est arrivé presque en dernier. Voilà, et dans les médias principaux, c'est un état de fait. Ouais. Et toi, Renzo, tu disais toutes les inventions et tout ça? Je ne m'attendais pas à des nouvelles faramineuses, mais quand même, il y a de quoi être choqué par la nomination d'un Premier ministre issu d'un parti ultra minoritaire, qui a presque failli disparaître d'ailleurs. On choisit d'abord Barnier, qui vient de l'aile dure quand même de la droite. Et puis ensuite, tous les autres se rapprochent du camp macroniste pur. C'est-à-dire que Macron ne connaît que lui-même, en fait. Et c'est quelque chose qui est assez crispant, parce que c'est pas du tout ce que les Français avaient choisi pour gouverner le pays. Tu parlais des inventions aussi, des déviations. Oui, dont les institutions sont. Oui, Macron fait preuve, et ça beaucoup de commentateurs l'ont dit, de beaucoup de trouvailles pour interpréter la Constitution à son profit et à son seul intérêt. C'est quand même quelque chose que, en particulier, on n'en a pas trop parlé, mais ce sont surtout les commentateurs de la presse étrangère qui ont été étonnés de cette façon de procéder. C'est-à-dire que là, on a affaire à quelqu'un qui n'admet pas qu'il puisse y avoir une opposition aussi forte à sa politique, et qui ne perçoit même pas qu'il est devenu le président le plus impopulaire de la Ve République. 14%. C'est quand même un record, et qui ne le perçoivent pas à ce point-là, c'est quand même problématique. Non, mais il perçoit très bien, mais il n'a pas envie. Sa vision est quand même à géométrie variable, parce qu'il a félicité Friedrich Merz, le premier, le chancelier allemand, qui a été élu avec une majorité relative au Parlement allemand. Donc, c'est lui qui est arrivé en tête, mais avec une majorité relative. Non, mais lui, on l'accueille comme le chef du gouvernement. Mais chez nous, non. Puis tu parlais aussi, Odile, de le peuple manifeste, mais bon... Ah oui, il ne se passe rien. Donc, en fait, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tu votes, on s'assoit sur le résultat. Tu manifestes, personne n'entend rien. Quelque part, c'est des pouces au crime, ces gens. Ouais.
Et après, il y a une répression féroce si tu manifestes un peu... Et moi, j'ai horreur de la violence, hein, donc c'est pas moi qui y pousserai, mais si tu manifestes un peu... un peu vigoureusement, à ce moment-là, voilà, c'est la répression, c'est à brûler une poubelle, oh là là, quelle horreur, voilà. Alors c'est vrai qu'au cœur de tout ça, on a quand même depuis 3 ans le fait qu'il y a eu cette réforme des retraites qui nous a enfilé quand même contre l'avis de tout le monde, Il y a même au sein des gens du bloc central, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Mais on se retrouve avec ça quand même qui est imposé. Tout ça sur le fait qu'ils nous expliquent que le système ne serait pas à l'équilibre à l'avenir. Sauf que quand on lit des chiffres sur, par exemple, la façon dont la productivité au travail a progressé pour un travailleur français, depuis 1890 jusqu'à 2022, excusez du peu, il y a une vraie étude qui a été faite, 2,5% par an. Et donc quand on fait le calcul, entre 1890 et maintenant, on travaille, on est productif 28 fois plus qu'à l'origine. Donc forcément, on est peut-être moins nombreux au travail pour pouvoir payer la retraite des suivants, mais comme notre productivité est très grande, tout ça c'est un petit peu des chiffres bidons, quoi. La façon dont ils nous expliquent que c'est pas possible, si, puisque en fait on est très très productif. Oui, c'est un subterfuge, c'est le genre de choses qu'il ne peut pas mettre. Ça doit être sa réforme phare. Et à mon avis, il y renoncera jamais. Et donc, d'ici la fin de son mandat, les choses devraient continuer comme avant, c'est-à-dire que cette réforme va être validée par les gouvernements successifs, quels qu'ils soient, à partir du moment où le président y tient absolument. Donc, il n'y aura pas de recul de ce côté-là. Donc, si la composition de l'Assemblée nationale ne change pas, ce sera vraiment la catastrophe pour les travailleurs de ce pays. Et chez nous, mais là, quand même, un tabou est tombé. Dixit, les médias les plus importants. D'ici les grands médias, le tabou de la retraite est tombé. Quand on y regarde de plus près, en fait, à partir de janvier 2026, les générations concernées auraient dû partir à la retraite à 63 ans. Et en fait, ils vont partir à la retraite à 62 ans et 9 mois. Une révolution. C'est ça, c'est vraiment un acquis fabuleux. Voilà. Merci, Le Cornu. Non, alors, en plus, ce qui n'est jamais dit sur aucune chaîne, c'est que nous, on est dans un système à répartition. Et, on n'est pas dans un système de capitalisation. Donc, alors, ça induit quoi ? Le fait qu'on soit dans ce système de répartition? C'est une sécurité parce que les générations se succèdent. Alors on peut toujours discuter du montant des cotisations, etc. Mais au moins c'est sûr et c'est fiable parce qu'une retraite par capitalisation, les aléas de la bourse, certains aux États-Unis l'ont bien connu. Hein. L'entreprise Enron, ils ont tout perdu. Oui, Enron, ils ont tout perdu. Les salariés, donc, ont perdu, bien sûr, quand l'entreprise a fait faillite, une faillite retentissante, qui avait été basée sur des comptabilités totalement fausses, qu'ils avaient traînées tout au long des années. L'entreprise fait faillite, les salariés perdent à la fois leur salaire, leur épargne, qui était gérée par l'entreprise Enron elle-même, et leur retraite, puisqu'ils cotisaient dans la caisse de l'entreprise elle-même. Donc se retrouver à ce point-là démunis, ça devrait servir d'exemple à tous ceux qui pensent que le système par capitalisation peut être une issue ou une solution envisageable. C'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, les salariés allemands risquent de connaître effectivement la même chose, puisque l'industrie automobile allemande traverse une crise très importante et que les fonds que les salariés de Volkswagen, Porsche et compagnie ont placés dans l'entreprise elle-même se trouvent d'un seul coup fortement diminués. Alors en plus, quand on est avec ce système à répartition qui est un système public, on évite les actionnaires, le privé, parce qu'il faut les payer les actionnaires. Absolument.
Eh oui, il faut les payer, c'est comme pour les mutuelles, quoi. On évite les publicités, voilà, tous les parasites qui vivent sur le système. On faisait un petit comparatif tout à l'heure sur, tu parlais des entreprises qui nous font payer l'électricité, là, tu sais. Oui. Par exemple, quand on crée une en fait, entreprise les entreprises actuellement, oui, donc l'électricité, qui autrefois était une entreprise publique non concurrentielle, EDF, le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence. On n'a pas vu du tout les prix baisser. Et en fait, les entreprises qui se sont mises sur le marché, elles ne produisent rien. Elles font que revendre de l'électricité qu'elles achètent moins cher que ce qu'elles revendent. Et donc, c'est vraiment... ça n'a pas de sens. Oui, mais non, pourquoi pas? Enfin, ça n'a pas de sens. Si, ça a des sens. Pour elle, ça a du sens. Oui, c'est du parasitisme, en fait. C'est ça, des parasites. Voilà. Voilà, c'est des parasites. Mais donc... C'est des vautours, des entreprises vautours qui se sont créées, et puis que certaines ont fait une faillite retentissante, d'ailleurs, et EDF a dû éponger, a dû reprendre les clients qui avaient été trompés. C'est quand même un cas de figure. Et EDF est tenu de vendre moins cher que les autres pour justement pouvoir faire marcher la concurrence. Parce que sinon, il serait tellement trop intéressant que les autres ne fonctionneraient pas. Les autres n'auraient pas de clients. Alors tout le système est complètement perverti puisque en fait ils arrivent à récupérer maintenant le fric qui voilà pour les retraites, pour le chômage, etc. C'est-à-dire que tout ça est rentré dans le budget de l'État, est utilisé entre autres pour filer du fric aux entreprises par le biais du CICE et d'autres artifices qu'ils peuvent avoir. Voilà. Et en fait, on a le système de santé qui se casse complètement la figure, alors que en 39-45, quand se crée, donc il y a 80 ans, puisque c'est l'anniversaire 80 ans de la sécurité sociale, quand elle se crée, tu disais sur la baisse de... Ah oui, il y a eu une baisse très très importante de la mortalité infantile et un allongement de la durée de vie. Parce qu'autrefois, au moment de la création de la sécurité sociale, les salariés, les retraités avaient entre 5 et maximum 10 ans d'espérance de vie, de retraite devant eux. Et aujourd'hui, on est à 20 ans. Donc, entre l'amélioration des gros progrès de la médecine qui ont été financés par la sécurité sociale, les progrès de la prévention, de la protection maternelle infantile, et ça a permis vraiment un mieux-être et un allongement de la vie pour tout le monde. Donc, ça semble insensé de remettre ça en cause. Et le système actuel arrive à quand même qu'à survivre, système de santé, grâce à un personnel qui s'engage. Un personnel qui s'engage et qui est très dévoué, quoi. Ouais. Quand on a à aller dans les hôpitaux pour des durées un peu longues, des maladies un peu graves, on se rend compte que le personnel est vraiment très dévoué et on dit merci. Parce que sinon, selon certaines maladies, aux États-Unis, il faut vendre sa maison pour être soigné. Sinon, voilà, on nous laisse à la porte. Et d'un autre côté, les conditions de travail deviennent tellement dures, pas seulement à l'hôpital public, mais dans le système de santé en général, qu'il y a une très forte déperdition des cohortes de personnel qui sortent des écoles d'infirmières ou qui commencent comme aides-soignantes. Ce sont des métiers de soins extrêmement difficiles et pénibles physiquement, mentalement, psychiquement en fait. Et la situation ne va pas pouvoir empirer encore longtemps. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, les dépenses de santé sont plus importantes qu'en France par rapport au PIB. Et pourtant, les gens sont moins bien soignés. La catégorie sociale qui dépense le plus en médicaments et produits, entre guillemets, de santé, sont les riches, parce qu'ils ont les moyens. Donc c'est vraiment un système qui ne fonctionne pas. Et... Au départ, il y a 80 ans, le budget de la Sécu était complètement indépendant du budget de l'État.
Oui, tout à fait. Et là, maintenant, ils vont commencer à chercher, dans les jours qui viennent, comment réaliser à la fois le plan de finances du budget français total, mais aussi le plan de finances de la sécurité sociale. Et donc là, maintenant, c'est l'État, en gros, qui gère tout ça. Et donc, en fait, ils nous ont piqué le pognon. Et alors, ils nous expliquent que tout ça, on a les prélèvements obligatoires les plus importants du monde. C'est un scandale, c'est tout ça. Mais donc, par rapport à ce que tu disais juste à l'instant, les autres, ils n'ont pas forcément les mêmes prélèvements que nous. Mais alors, quand ils passent à la caisse pour avoir la santé, pour avoir l'école, enfin tous les services publics que nous avons, nous, soit gratuits, soit peu chers, eh ben eux, ils doivent payer plein pot. Donc en fait, en termes de pouvoir d'achat, pas mieux. Hein. Oui, mais ça, personne n'en parle. À chaque fois, ils te disent « Oh, mais nous, on a les prélèvements obligatoires. » Mais c'est terrible, c'est abominable. Alors c'est vrai que on se retrouve avec un moment particulier, le PS qui nous explique qu'ils ont réussi à gagner la suspension de cette réforme des retraites, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est complètement à la marge. Par exemple, Michael Zemmour, qui est un grand économiste, explique qu'en gros on a gagné 3 mois, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, quand arrivera l'échéance, c'est-à-dire en 2027, aux élections, pendant ce temps-là, l'horloge aura continué à tourner, c'est-à-dire que pour l'instant, on part à 62 ans et 9 mois, et quand arrivera l'élection présidentielle, ça aura continué à tourner, c'est-à-dire que ça aura été suspendu à 62 ans et 9 mois, mais paf, la réalité arrivera, où on se retrouvera à nouveau avec 63 ans et 6 mois. Oui, voilà. Qui apporteront les 6 mois de cotisation. Donc le total est une vaste arnaque, quoi. Hein, voilà. Et puis quand on voit le budget prévu pour les économies de la sécurité sociale pour compenser ce cadeau de 3 mois de retraite, c'est épouvantable, quoi. Je veux dire, il y a les doublements des franchises médicales, la diminution des indemnités, voilà, quoi, c'est vraiment... Là, et pareil sur le plan des finances, comment ça il y a eu un calcul qui a été fait dans ce plan cette loi de financement du budget, là, les riches et les grandes entreprises, si ça avait été Bayrou, ils auraient payé 10 milliards, ils auraient mis 10 milliards au pot. Mais avec le Cornu, c'est plus que 5,9 milliards. Donc voilà, c'est encore pire. Oui, c'est un enfumage caractérisé, effectivement. Alors déjà qu'on disait que c'était le musée des horreurs Bayrou, tout à fait, je te dis pas. C'est un budget extrêmement dangereux, extrêmement dur. Je crois que on n'aura jamais connu une austérité, enfin un projet d'austérité aussi fort. Je crois que les Français s'en rendent pas bien compte, parce que ce sont des chiffres, ils sont habitués aux mauvaises nouvelles, mais celles qui arrivent, c'est quelque chose d'assez faramineux, quoi. Les salaires des fonctionnaires sont bloqués, les retraites sont bloquées, voilà, les années blanches, APL, une année blanche au niveau fiscal. Voilà, diminution des APL, des aides aux handicapés, de toutes les... c'est des sommes gigantesques, en fait. 37 milliards sur le budget de l'État, c'est quelque chose de gigantesque. Il y a quelques chiffres qui sont significatifs, qui personnellement m'ont marqué un petit peu. Il y a des budgets qui vont fortement augmenter. Celui de la défense, c'est 7 milliards supplémentaires. Et d'un autre côté, du côté de l'assurance maladie, ce sera 7 milliards en moins. Donc on voit bien qu'il y a un transfert de crédits massif vers la défense au détriment de la vie quotidienne des gens qui auront de plus en plus de mal à se soigner et à vivre en général. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que il y a 10 ans, on nous expliquait que il fallait la concurrence libre et non faussée. Oui. Hein, à tous les, on te au moment chante du vote
Même au moment du traité constitutionnel, mais même après, pendant 5 ans au moins après, on nous expliquait que c'était l'alpha et l'oméga. Et donc là, tout le pognon CICE, etc., depuis Hollande, qui part pour les entreprises, il y a un truc que je ne saisis pas vraiment, quoi. Voilà. Donc là, la concurrence libre non faussée n'existe plus. Hein. On n'est plus du tout là-dedans. Alors c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à parler de la retraite et puis de cette arnaque qui se profile où en fait le Parti socialiste, parce qu'on rentre tout doucement dans ces élections municipales, a tout intérêt à se faire voir le plus possible comme une alternative, comme tout ce qu'on voudra de performant, que LR aussi essaye de jouer ça parce que responsable, voilà, attention. parce que ces deux partis, le LR et le PS, en fait, sont ceux qui se trouvent très très importants au niveau du Sénat parce que ils ont plein d'élus locaux. Donc en fait, alors ils t'expliquent qu'il faut à tout prix qu'il y ait un budget, etc. Mais un budget, il y en aura un. L'an dernier, Barnier s'est fait virer, mais il y a eu un budget quand même parce qu'il y a eu une loi spéciale. C'est pas le propos. Voilà. Et donc en fait, tout ça c'est de l'esbrouf et c'est vraiment pénible qu'on se retrouve. Et une autre esbrouf, je trouve, c'est aussi de parler sans arrêt de la dette et de demander à tout le monde de contribuer au remboursement de cette dette. Alors déjà, les raisons connues, c'est qu'il y a eu une baisse des recettes et pas une augmentation des dépenses. Et ensuite, je ne sais pas, alors les responsables de cet endettement massif, ce sont les mêmes qui vont nous dire maintenant, qui vont nous trouver les solutions, voire il faudrait rappeler le Mozart de la finance, monsieur Bruno Le Maire. Alors, je veux dire, franchement, on se moque du monde, quoi. Les ministres de l'économie de droite qui l'ont précédé, en fait, hein, parce qu'ils se sont toujours présentés comme les gestionnaires émérites, indépassables. Responsables. On ne change pas une équipe qui perd. Voilà. Enfin, on ne change pas une équipe qui perd. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Et que le PS entre dans ce jeu et finisse par soutenir ce gouvernement et lui permettre de durer, c'est quelque chose qui restera dans ma mémoire. Ce que j'ai vu des images des députés PS qui ont applaudi Monsieur Lecornu après le refus de la censure, ça m'a un petit peu bouleversé. Je crois que c'est une image qui restera et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir imprimée comme ça. Alors, on voulait parler un tout petit peu de la Palestine, quand même. Mais j'aimerais quand même dire un mot aussi. Sur ce budget, c'est aussi les baisses de subventions aux associations qui sont dramatiques parce que les associations vont devoir faire des plans de licenciement massif. Et si, par exemple, on se dit je vais essayer d'aider les gens qui sont complètement assommés par cette situation économique, et voilà, ça va être encore plus difficile parce que des associations comme le Secours Populaire, le Restos du Cœur, tout ça, qui se substituent à l'État, les associations d'aide aux migrants, tout le monde va voir ses subventions baisser et il y aura moins de... Le vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Passer à la trappe. Ouais. On voulait parler un tout petit peu de la Palestine. C'est vrai que on a vu le prix Nobel de la guerre, pas de la guerre, le prix Nobel de la paix. On l'a vu dans toute son expression là. Il l'a pas eu, mais enfin. Alors, c'est dommage, hein, quand même. On t'exagère, il l'aurait mérité. Il doute de rien, lui. Donc on voit que là, déjà une semaine plus tard, ils ont rebombardé, hein, parce que maintenant qu'ils ont récupéré les otages vivants... 45 morts aujourd'hui. Ouais. Ils expliquent que les otages morts, ces méchants du Hamas ne rendent pas les otages morts. Maintenant qu'ils ont tout écrasé, comment veux-tu qu'on aille récupérer les otages morts sont sous les gravats, c'est difficile, très difficile de les retrouver. Ouais, mais bon, enfin voilà. Et donc, alors, la Cour pénale internationale... les a condamnés quand même. Oui, et a maintenu sa condamnation malgré les appels malgré les appels qui ont été faits et les pressions qui étaient faites aussi sur la Cour pénale internationale pour qu'elle revienne sur la condamnation de Netanyahou. Et consorts. Et la Cour pénale internationale aussi poursuit son enquête sur le génocide. Oui. Donc ça leur a pas plu. Ils avaient demandé que les deux choses soient... Oui. Juste avant qu'on finisse, Sarko quand même demain en tôle. Hein
Non, c'est une nouvelle, ça prouve que quand même quelque chose continue à fonctionner dans le pays, au moins la justice. Et, ouais, la tout justice, à fait. C'est quand même, on a tous vécu les deux dernières candidatures de ce monsieur qui sera en prison demain. Ont toutes deux été sujettes à caution. C'était quand même problématique. Celle qu'il a fait au nom de Balladur, lorsqu'il était directeur de campagne de Balladur, et puis les deux dernières. C'est quand même beaucoup. C'est pas sa première condamnation. Et moi, je remercie les magistrats qui ont osé le faire, parce que j'imagine les pressions qu'ils ont dû avoir. Tu vois ce que les médias ont fait derrière. Et ce que les médias ont osé faire derrière. Et les menaces de mort qu'ils ont reçues. Voilà. Et donc vraiment, je les remercie parce que une justice qui tient la route, c'est quand même les signes d'un état de droit. Alors, aux USA, ils sont pas quand même en dessous du niveau de la mer complètement, puisque 7 millions de manifestants pour No King. Bon, ça c'est quand même aussi des bonnes nouvelles. Et puis, alors Macron s'est fait voler ses bijoux aujourd'hui. Alors là, quoi. Bon, allez, une prochaine manif est prévue le 15 novembre, en anniversaire au 17 novembre 2018, mouvement des Gilets jaunes. Et donc, le 15 novembre, il y aura une manifestation, c'est un samedi, je crois, voilà, en mémoire de ce mouvement très fort, très intéressant. Et puis, pour porter aussi, je pense, les revendications actuelles, parce que la situation s'est pas beaucoup améliorée, hélas. Ouais, comme tu dis. Merci. Allez, merci beaucoup à vous deux, et à bientôt. Ciao, ciao.